Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Lundi, avant-hier, une audience a référé devant le tribunal administratif dans laquelle la procureure de Lille était assignée par 3 associations pour avoir tenu, écoutez-moi bien, l'existence, et ils ont tenu un fichier existant au sein du parquet de Lille, répertoriant les identités des personnes interpellées et placées en garde à vue ces derniers mois en marge des manifestations contre la réforme des retraites. C'est-à-dire que vous manifestez, vous êtes interpellé, garde à vue, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, ce qui se passe, c'est très simple, c'est que vous seriez fiché. Et ça a été reconnu par, effectivement, le tribunal administratif. Bonjour, Régis de Castelnau. Bonjour André. Alors, l'avocat que vous êtes, il réagit comment du fait qu'on a reconnu, d'ailleurs, ça a été reconnu de façon très précise, que justement, les personnes interpellées, placées en garde à vue, en marge d'une manifestation, là c'était la réforme de retraite, sont fichées, en tout cas, sont fichées, effectivement, au sein du parquet de Lille. Alors, d'abord, je suis dans une voiture, c'est pas moi qui conduis, donc j'espère que le son va bien passer. Il passe bien. Oui. Je suis stupéfait. Suis stupéfait, mais c'est totalement illégal, et ça provient d'un parquet, c'est-à-dire de l'autorité judiciaire, de magistrats qui sont chargés de veiller scrupuleusement au respect des libertés publiques dans ce pays et qui les violent allègrement. C'est invraisemblable. Alors, ce sont des infractions en plus, ce sont des infractions, il y a des réglementations, toute la tenue de fichier est suivie, il y a la CNIL qui surveille ça de très près, et quand vous violez la réglementation, vous commettez des infractions. Alors, c'est pas des infractions très très graves, mais ce sont des infractions. Mais juste Régis de Castelnau, justement, est-ce que par exemple, vous, moi, on peut manifester, voilà, de façon tout à fait pacifique, et disons on est interpellé, bon très bien, on est placé en garde à vue pendant un moment, est-ce que c'est légal d'être fiché ou pas? C'est totalement illégal, et ce d'autant, mon cher André, qu'il y a eu une autre information il y a une dizaine de jours. Il y a un rapport qui a été fait à la demande de Madame Dominique Simoneau, qui est la patronne de l'Observatoire des lieux de détention, qui a fait une enquête dans les commissariats de Paris, où on a reconnu que 80% des personnes interpellées, c'est-à-dire des centaines de personnes interpellées dans les manifestations, l'étaient illégalement. C'est-à-dire que pour que vous puissiez mettre quelqu'un en garde à vue, 24 heures, il faut que vous ayez le soupçon d'une infraction. Et les policiers qui ont été interviewés ont dit, mais écoutez, on a des ordres d'arrêter les gens, même s'il n'y a aucune infraction, et de les garder 24 heures pour les intimider, pour pas qu'ils retournent. Et ça, c'est déjà de la séquestration arbitraire qui est très grave, mais en plus, le parquet de Lille, lui, il dit, non seulement on va commettre des illégalités en arrêtant des gens pour rien, ce qui est illégal, j'insiste beaucoup, ce qui constitue une séquestration arbitraire sanctionnée par le code pénal, non seulement on fait ça, mais en plus on va les ficher. On va les ficher en indiquant bien qu'ils manifestaient contre la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'on les fiche politiquement. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Et ce sont les magistrats. Parce que les arrestations illégales, ce sont les parquets qui les contrôlent normalement. Et naturellement, il ne se passe rien, aucune espèce de réaction de la justice à ça, alors qu'on a le spectacle de magistrats qui violent la loi. Ça finit par être un basculement dans une forme d'autocratisme tout à fait effrayant. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord, Régis de Castel, est-ce que vous êtes d'accord avec l'un de vos confrères, Jean-Baptiste Souffron, avocat du syndicat des avocats de France? Il dit c'est un peu comme si on nous jetait ce genre de mention à votre casier judiciaire. Est-ce que les Français sont prêts à accepter qu'on mette dans le casier judiciaire à participer au mouvement de la réforme des retraites ou à telle manifestation? Est-ce que c'est un peu ça? Mais totalement. Alors, je dirais que par rapport à ce que dit mon confrère, ce qui est encore pire, c'est qu'il n'est pas question de casier judiciaire parce que ces gens n'ont rien fait. On les a arrêtés de façon arbitraire, illégale, et en plus on les fiche. Attendez, ça va s'arrêter où? Et pour moi, le plus grave, le praticien que je suis, André, vous le savez bien,
pour moi, le plus grave, c'est des magistrats qui le font. Oui, c'est ça. Parce que le fichier, il est fait par le parquet de Lille. Mais enfin, écoutez, il n'y a pas une convocation ou une saisine par M. Dupond-Moretti du Conseil supérieur de la magistrature pour entamer des procédures disciplinaires contre ces magistrats qui violent les lois de la République. Oui, c'est-à-dire que ce sont des magistrats qui sont censés défendre le peuple, censés défendre la justice. C'est assez... Et vous croyez que ça participe d'un mouvement général, sans tomber effectivement, ni dans le complotisme, dans rien, mais il y a une tendance, comme ça, vous disiez, Régis de Castelnau, vers une certaine autocratie, disons cela comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'on prend de mauvaises habitudes, on se croit tout permis, hein, et malheureusement, moi je le dis, et vous le savez, vous m'avez déjà reçu pour ton livre, etc., je dis que la France a un problème avec son appareil judiciaire, avec sa magistrature, qui considère que le respect de la légalité par elle-même, finalement, c'est pas très important dès lors qu'il s'agit de servir un pouvoir. C'est ça qui est grave. Alors, je ne dis pas tous les magistrats. Je ne dis pas tous les magistrats. On ne généralise pas, bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ces habitudes ? Il faut lire le rapport de Mme Cibonneau. C'est invraisemblable. Les policiers disent, mais enfin, on a reçu des ordres disant, arrêtez tout le monde. Hein. Ensuite, vous libérerez au bout de 24 heures. C'est pas rien, 24 heures. Faut passer une nuit dans les cages. Dans des circonstances pas spécialement luxueuses, on peut le dire. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Eh bien, et puis on vous libère sans poursuite, sans rien. C'est-à-dire qu'on vous a arrêté sans raison le permettant. Hein, tout ça pour vous empêcher de manifester, pour vous intimider. Non, c'est un dévoiement. C'est un dévoiement. Et ce dévoiement qui est voulu par le pouvoir, en tout cas c'est mon opinion, hein, le plus grave pour moi, c'est qu'il est fait par les magistrats, quoi. Oui, alors en même temps, vous avez vu quand même à propos, alors là, de Gérald Darmanin et du ministère de l'Intérieur, que le tribunal administratif il voulait interdire effectivement la manifestation de Action française, notamment Jeanne d'Arc, etc., et même le colloque, et le tribunal administratif a désavoué le ministre de l'Intérieur. Donc, il y en a qui jouent leur rôle quand même. Oui, tout à fait. Il y a des magistrats de l'ordre administratif, mais c'est pas l'ordre judiciaire. Il y a des différences, et jusqu'à présent, ils ont tenu. Parce que, effectivement, là, mais c'est la même chose, Darmanin. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit systématiquement, vous interdisez. Quand vous voulez manifester, c'est une liberté publique fondamentale. C'est un régime de déclaration. Vous devez non pas demander l'autorisation, vous devez dire, voilà, je vais faire une manifestation, et l'autorité administrative, le préfet par exemple, dit ça risque de troubler l'ordre public, il y a des risques, etc. Donc je l'interdis. Donc, mais si vous voulez, mais à chaque fois c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Et que dit Darmanin ? Il dit on va interdire systématiquement. Il faut savoir que quand un préfet interdit et se fait annuler sa décision, comme dans l'affaire de Restauration Nationale, bien, il faut savoir que c'est une illégalité et une faute commise par l'État. Donc Darmanin dit à ces préfets, violer la loi tous les jours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein. Et donc, ceux qui pourront iront devant les tribunaux et ils gagneront. Mais il y a ceux qui vont se laisser intimider, ceux qui n'auront pas le temps. Parce que moi j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui fait une soirée ou un concert, etc. Vous avez la police qui vient au moment de l'ouverture des portes, qui dit c'est interdit. Comment voulez-vous saisir le tribunal administratif ? Donc, non, ce sont des dérives qui sont très préoccupantes. Et vous avez raison, les magistrats de l'ordre administratif, jusqu'à présent, ils ont tenu bon, parce que il y a eu l'affaire Restauration Nationale, mais il y a eu aussi d'autres manifestations qui ont été autorisées, comme ça, enfin, où l'interdiction a été suspendue, en province, à Montpellier, parce que les préfets disaient risque de terrorisme. Risque de terrorisme systématiquement. Et les juges administratifs ont dit, niet, ça suffit. Mais ça n'empêche pas Darmanin de dire je fais une circulaire et je dis à mes préfets interdisez. Et puis voilà, et on confond les casseurs et on sait qu'ils sont avec des Français pacifiques qui manifestent parce que ils ont envie de manifester pour des raisons tout à fait légitimes. En fait, c'est vrai ce que vous dites, en tout cas c'est préoccupant, c'est incontestable. Et je crois qu'il y a un certain Montesquieu, l'artisan, le concepteur de la séparation des pouvoirs, qui doit non pas se retourner mais danser dans sa tombe, non ? Oui, c'est l'hélicoptère, carrément. Voilà. Merci Régis de Castelnau, merci pour ces précisions.
Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et qu'est-ce qui s'est passé dans une des écoles les plus prestigieuses de France, il faut le dire, pas seulement de Paris, l'école alsacienne. Eh bien, à l'école alsacienne, il s'est passé, il y a quelques jours, une intervention qui a provoqué beaucoup d'émotions, et d'émissions aussi, chez les parents d'élèves. Alors, de quoi? Eh bien, c'est vraiment l'association Out Trans, qui lutte contre la transphobie, exactement, est intervenue à donner un cours, dans des classes de quatrième. Je dois dire qu'un des enfants du ministre de l'Éducation nationale, qui a ses 3 enfants à l'école alsacienne, un des enfants est en 4e, justement. Alors, dans les 3 classes, c'était supposé être sur la prévention des LGT-phobies, et pas seulement consacré, et en fait, ça a été consacré à la question trans. Alors, beaucoup d'élèves ont rapporté à leurs parents ce qui s'était passé, et je dois dire que c'est quand même assez fort de café, on peut dire. Il rapporte ses parents, et on en a eu au téléphone, décalage entre le ton employé par les intervenants, 2 personnes trans, et l'objectif de cette séance. Les élèves ont été, par exemple, invités à s'exprimer sur leur représentation du masculin et du féminin. Quand un intervenant explique qu'aujourd'hui, des hommes peuvent être enceints, oui, des hommes peuvent être enceints, vous savez, c'est une vérité, évidemment, totale, qu'on connaissez, tout le monde peut être enceint, comme tous les hommes peuvent avoir un cancer d'utérus, et toutes les femmes un cancer de la prostate. La chose est connue. Eh bien, il y a des élèves qui ont protesté en disant, mais comment les hommes peuvent être enceints? Mais ils ont été sèchement recadrés par les intervenants. Ils leur ont dit, mais vous êtes transphobe. Et puis, quelques collégiens ont exprimé leur difficulté à imaginer partager les toilettes des filles avec des hommes trans. On leur a dit, mais non. Vous êtes victime de préjugés discriminatoires. Oui, il y a des élèves de 4e. Voilà. Et puis, nous disent toujours ses parents, il n'y avait pas d'enseignants lors de ces interventions. Attendez, l'école alsacienne, une des écoles les plus exigeantes sur le plan de la qualité, il n'y avait pas un enseignant pour assister au cours. Quand même, il y avait des surveillants, il n'y avait pas d'enseignants. Voilà, alors ça s'appelle quoi? La tolérance. Au nom de la tolérance, on dit aux enfants, oui, vous êtes transphobe. Au nom de la tolérance, on leur dit que vous pouvez tomber enceint. Au nom de la tolérance, vous dites, oui, vous pouvez absolument choisir, quelqu'un, il leur a dit être trans, c'est un feeling. Dire qu'il y a seulement 2 sexes, c'est une représentation datée et c'est faux. Voilà, je n'avais pas compris tout ça, qu'il n'y a plus madame, monsieur, qu'il n'y a plus homme-femme, qu'il n'y a plus que des genrés à 40 étages. Eh ben, vous êtes ringard, vous êtes réactionnaire, etc., etc., etc. Alors moi, j'ai une seule question à poser. Je voudrais vraiment que monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui a ses enfants à l'école alsacienne, nous dise, lui qui prône toute la tolérance contre la transphobie, très bien, etc., dise ce qu'il pense d'une intervention de Out Trans en classe de 4e. Est-ce qu'il trouve ça parfaitement légitime et totalement dans le sens de l'histoire ou pas? Nous attendons sa réponse. Vous êtes absolument le bienvenu sur Sud Radio à Berkoff dans tous ses états. Monsieur Pape Ndiaye, je suis sûr que vous le répondrez très vite. Yeah, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, vieille canaille, merveilleuse chanson. Mais là, je vais vous dire, je ne sais pas si c'est la guerre en Europe, je ne sais pas si c'est quelques échanges de bons procédés, je ne sais pas si c'est parce que Macron a réuni et a reçu pour la 10e fois Volodymyr Zelensky en lui promettant 13 milliards, plus des chars, plus des avions, je ne sais pas. Mais alors, écoutez, là, ça devient... Il y a un certain Dimitri Medvedev, je rappelle, qui est Premier ministre, vice-président, de Russie. Eh bien, il s'est déchaîné, là. Il a fait un tweet, il faut que je vous le lise, parce que quand on arrive à ce stade, monsieur Medvedev, mais ça va pas, mais vous parlez comme un voyou. Certes, Bruno Le Maire a dit qu'il allait faire s'effondrer l'économie russe, mais est-ce une raison pour dire ceci? Je vous le lis auditeur du Sud Radio, parce que, franchement, faut pas qu'on se laisse faire. Faut pas que Macron se laisse faire. Voici, texto, ce qu'a écrit Dimitri Medvedev.
Une certaine personne, se faisant appeler le président de la France, a déclaré que la Russie avait déjà perdu géopolitiquement et se transformait en vassal des autres pays. Le président de la République a visiblement été lésé en fréquentant le junkie de Kiev. Voyons, le junkie de Kiev. Il a inhalé trop de l'air chaud de Paris, mélangé aux déchets de cocaïne ukrainien que son invité émettait. Ah bah dis donc, ça y est, il accuse Zelensky d'être un gars de la narine, il accuse Zelensky d'être un partisan de la bataille du rail ou d'être un savant cosinus. Bah, il va fort quand même, hein, le Dimitri. Et il ajoute, c'est toujours Dimitri Medvedev qui parle, une perte géopolitique. C'était en 2022 que l'OTAN nous chassait paresseusement quand il s'agissait des garanties de sécurité. Comme « laissez-nous tranquilles, pas de temps pour vous ». Et maintenant, c'est toujours Dimitri Medvedev qui parle, et maintenant tous les États membres de l'OTAN se couchent le soir et se réveillent le matin en pensant à la Russie. De plus, certains des particulièrement lâches et souffrants de douleurs fantômes, comme la Pologne, provisoirement occupée, et nos provinces baltes, se sont bien souillés. Donc, s'il y a bien une perte, c'est celle de la politique primitive de l'OTAN, avec son ambition sous-jacente de jouer un rôle exceptionnel au XXIe siècle. En parlant de dépendance vassale, continue Medvedev, regardez qui parle. L'Europe, la belle, y compris la France, s'est transformée en une vieille fille qui satisfait particulièrement à fond tous les caprices les plus pervers des Américains. Et dans le processus, il nuit à sa propre économie et aux Européens ordinaires avec un désir masochiste, comme on dit, tel maître, tel valet. Alors les bras m'en tombent. Non mais auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on doit faire là? Est-ce qu'on peut laisser quand même impuni cette diatribe, ces insultes de Medvedev? Bon, vous allez me dire, oh, ce sont des mots, ça n'engage à rien. Non. Moi je pense que il faut proclamer, je ne sais pas moi, il faut proclamer l'état de guerre, l'état d'alerte, il faut mettre tout le nom. Je sais pas, faites fonctionner l'article 16. Comment peut-on traiter comme ça Emmanuel Macron, son gouvernement, etc. C'est pas possible. En tout cas, ce qu'on constate, franchement, la fièvre monte. Hein, la fièvre monte et de plus en plus. Tant que ce n'est que des mots, ça va. Mais vous savez bien que là-bas, à quelques milliers de kilomètres de chez nous, même pas, c'est des milliers de morts chaque jour aujourd'hui. Et franchement, il serait temps de commencer à non seulement sonner la sonnette d'alarme, mais mettre un peu, au lieu de mettre de l'huile sur le feu, commencer à chercher les pompiers, et surtout pas, comme aujourd'hui, des pompiers pyromanes. Les listas, l'acheter, oui. Très franchement, un petit mot... vous connaissez Conflans-Sainte-Honorine, vous avez entendu parler, bien sûr. Vous connaissez le collège du Bois-d'Aulne, où le 16 octobre 2020, un certain Samuel Paty, professeur, s'est fait pieusement, littéralement, atrocement égorgé. Il était professeur au collège du Bois-d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Et aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, eh bien, toujours pas de collège Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Tout le monde, toujours pas, rien. À Conflans, a dit Paul Marion, président de l'association des Amis de Samuel Paty, aucun bâtiment, rue, monument ne porte son nom. Au niveau du collège et de la mairie, il y a un vrai sentiment de peur. Les collègues de Samuel Paty et la principale ont peur d'être stigmatisés, d'être pris pour cible s'ils changeaient de nom. Et le maire, le maire m'a dit qu'il a peur, toujours, ajoute Paul Marion, qui ne se prenne même plus à pied à Conflans mais en voiture. Il m'a dit qu'il a peur d'être décapité. Et alors? Alors ça signifie une chose, auditeur de Sud Radio, c'est que les assassins de Paty ont gagné. Ils ont gagné, il faut le dire. Et les marches blanches, et les bougies, et les fleurs, on a compris. Et les merveilleuses proclamations martiales, ça ne se passera plus jamais. Ils ont gagné, puisqu'à Conflans-Sainte-Honorine, il n'y a rien, pratiquement rien, pour évoquer un certain Samuel Paty. Pensons à cela et n'oublions pas les précédents. L'histoire en est, hélas, remplie. Qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Eh oui, comme vous savez, en dépit de... Bien sûr, Michel Audiard nous a prévenu, bien sûr, tant d'auteurs nous ont prévenu, mais hélas, nous sommes cernés. Heureusement que nous avons des clairières, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio.
Et par exemple, on va pas en parler longuement, le wokisme, la cancel culture, vous savez, hein, tout, parce qu'on est en train de réécrire en ce moment, hein, vous avez vu les titres, ils valsent, on ne dit plus 10 petits nègres d'Agatha Christie, c'est fini, on fait attention parce que, effectivement, la belle au doigt dormant, c'est amusant. Mais j'adore mes lapsus. La belle au bois dormant s'est faite, évidemment, violer par le prince charmant, etc., etc. Eh ben, Jean-Louis Thériault a fait une proposition de loi qui vise à protéger les créations littéraires du wokisme et de la cancel culture. C'est-à-dire que, vous savez, ceux qui poussent à réécrire certaines œuvres en les teintant de façon idéologique et anachronique. Enfin, j'espère que cette proposition de loi fera loi, c'est le cas de le dire. On laisse, ça fait des années, en Amérique, n'en parlons pas déjà depuis 20 ans, mais en France aussi, on laisse, voilà, sous prétexte que c'est pas politiquement correct, ni éthiquement correct, ni genrément correct, on laisse massacrer, tronquer, voilà, ça s'appelle pas des autodafés, mais ce n'est pas loin. Et heureusement que quelques-uns, ils sont vraiment nombreux, mais dans les universités, qu'est-ce qu'on a laissé faire? Eh bien, ils acceptent effectivement que l'on truque, que l'on tronque, et c'est inadmissible. Et c'est bien, bravo Jean-Louis Thériault, il a été salué par un certain nombre de gens, j'espère qu'il ne sera pas seul, et j'espère que l'Assemblée nationale et le Sénat vont se précipiter pour, encore une fois, arrêter le tsunami de la connerie, comme vous le savez, est très 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 fort, et toujours très présent. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkoff avec Pascal Fioretto pour son livre Le petit abécédaire de l'apocalypse heureuse aux éditions Hériodos. Bonjour Pascal Fioretto. Bonjour. Alors, merci de m'accueillir. Non, mais écoutez, moi, je vous accueille, mais franchement, vous êtes un dangereux. Vous, heureusement, pas dans la woke et dans la cancel culture, pas du tout. Et je rappelle, je le dis parce qu'on en a parlé avec Pascal Fioretto juste avant de prendre l'antenne. Pascal Fioretto fait partie d'un groupe qui était un des groupes phares des années 90. Alors, je ne parle pas de temps pour les moins de 20 ans, bien sûr, qui s'appelait Jalon. Et nous avons souvenir ensemble, j'avais une émission qui s'appelait Français si vous parliez sur France 3. Et j'ai le souvenir d'un 1er avril extraordinaire que nous avons fait avec l'équipe de Jalon, dans lequel Pascal Fioretto, qui s'appelait... Le docteur Sam Bloch. Voilà, docteur Saint-Bloch. Alors, il y avait Basile de Kock, il y avait Desiderata. Il y avait le vicomte de Puipeux. Il y avait le vicomte de Puipeux, il y avait tous ces gens-là, et c'était tellement drôle aujourd'hui, où l'humour devient de plus en plus sulfureux et dangereux, hein, dangereux. Bientôt, il va y avoir une proposition de loi contre l'humour. Et vous venez d'écrire ce petit abécédaire de l'apocalypse heureuse aux éditions Hérodios. Et alors, je vais vous dire... Non seulement ça m'a fait marrer, mais je me suis dit, Pascal Fioretto, on va le recevoir avant qu'il soit enfermé, ou en tout cas poursuivi, ou en tout cas mis en examen, ou en tout cas, etc. Parce que il ose dire qu'il y a du bon dans ce qui se passe. Que oui, la fin du monde, le changement climatique, les collapsologues, les survivalistes, la pandémie, tout ce qu'on a vécu et qu'on vit encore... Tout ça, il décrit effectivement, et de façon très 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 drôle, que deviennent soit les bobos, soit les gens qui veulent effectivement changer de vie, vivre à la campagne, et toujours en attendant la fin. L'horizon indépassable, bien sûr, c'est la fin. Oui. Mais en attendant, eh bien, vivons pour le mieux en attendant la fin. Alors, c'est quoi votre enseignement, cher gourou? Moi, je dis que pendant que la maison brûle, hein, vous connaissez le refrain, eh bien, on pourrait regarder ailleurs. Pourquoi pas? On pourrait regarder, par exemple, que l'effondrement peut être constructif, les genres pourraient être plus fluides, et le deviennent d'ailleurs, chère madame, et etc. Oui. Enfin, vous voyez, il se passe plein de choses. Oui. mais alors justement. Oui, alors comment? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors vous dites oui, d'accord. Parce que nous, ce qu'on voit, regardez la guerre Russie-Ukraine, il y a eu le Covid, il y a eu non mais c'est l'inflation, on voit les prix partout, d'électricité, des aliments, tout ça. On devient quoi là-dedans? Et vous vous dites non, vous allez voir, il y a des manières de s'en sortir très bien. Déjà, pour moi, la manière de s'en sortir le mieux, c'est d'essayer d'en rire. Je pense que si on arrive à en rire, voire en sourire au moins, on a déjà fait un grand pas. Mais plus sérieusement, face à
à cette ambiance catastrophiste dans laquelle on baigne, il y a plusieurs solutions. Il y a la fuite. Nous, c'est celle qu'on a prise comme solution. On s'est réfugié. Vous avez quitté Paris, vous. Nous, on a quitté Paris, mais on n'a pas été les seuls sur les routes de l'exil. Hein. Certes. On a fait monter les prix. Enfin, alors, en l'occurrence, nous, on n'a pas fait monter les prix dans les petites villes de province, mais on a plutôt été dans ce qu'on appelle la diagonale du vide. Vous savez, c'est cette bande de territoire qui est loin de tout. On est à une journée de tracteur de la première maternité. Hein. On est vraiment à Ouais. Vous êtes où, si c'est pas indiscret? Au fin fond de la Seine-et-Marne, mais on va pas stigmatiser encore un peu plus ces endroits qui sont déjà regardés de haut par les technocrates. Voilà, non, surtout pas. Et donc voilà, on a pris la tangente. Et donc alors on peut, c'est ça, quitter les grandes villes, enfin quand on peut, bien sûr. Bon, vous avez vu le bilan que j'en dresse, hein, c'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par les fourches codines d'une agence qui va vous proposer du rural atypique. Donc rural atypique, c'est quand il y a une camionnette, la camionnette du boucher passe, c'est quand il y a un coupeur de feu dans le coin, c'est, vous voyez, quand les enfants n'ont que 2 heures de bus à faire pour aller à l'école. Voilà, c'est ce genre de... C'est le rural atypique. Le rural atypique, voilà, parce qu'il y a quand même tout un marché qui s'est développé autour de ces urbains dans mon genre, qui rêvent d'aller voir la fin du monde ailleurs qu'à Paris. Parce qu'il paraît qu'à Paris, elle va être très bien. Je crois que c'est Deux Coufflets qui a été à qui on a confié la scénographie des pluies de sauterelles, de la fin. Mais on s'est dit quand même qu'à la campagne, ça aurait peut-être un peu plus de charme. D'autant que chez nous, elle a déjà commencé, en fait, l'apocalypse. Donc, on a... Ah bon, comment ça? Elle est lente. C'est cette France dont on parle, en fait, qui... cette France dite périphérique. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Alors, il y a plusieurs termes. Les esthètes disent la France moche. Les élus locaux disent la France rurbaine, etc. Enfin, bon, il y a des tas de termes, mais vous voyez à peu près Mais ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est vous parlez beaucoup de ce côté mode et qu'est-ce qu'on va choisir, et comment on va s'habiller et qu'est-ce qu'on va manger, etc., etc. J'aimerais que vous disiez justement ces voix, voilà. On a des interstices par rapport au mur de l'apocalypse dans lequel on peut peut-être s'en sortir, en tout cas se glisser et s'évader. Alors il y a 2 grandes écoles face à l'apocalypse. Il y a les survivalistes. On a un voisin comme ça, donc il a un groupe électrogène qui est toujours en préchauffe. Il a un bunker dans lequel il a les provisions de base, etc. Et il fait des tours de quad autour de ses réserves de... La fin du monde arrive. Voilà, je suis prêt. Bunker, je suis prêt. Ça, je suis prêt. J'ai mon filtre à eau, etc. Et puis on a l'autre aussi. On a aussi ça. C'est plutôt le collapsologue. Voilà. Alors c'est quoi le collapsologue? Le collapsologue. Alors déjà c'est quelqu'un qui allait chercher un mot anglais, puisque collapse, sauf erreur, à moins que dans la nouvelle version du dictionnaire ça soit rentré et à notre insu, parce qu'il y a eu plein d'autres entrées. On est globiche. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, ils sont plutôt du genre à chiller, pour employer un nouveau mot qui est rentré dans les dictionnaires. To chill. Voilà. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'ils font alors? Eux, ils disent que c'est une formidable opportunité de tous se retrouver, qu'il va y avoir un grand, pour parler encore globiche, un grand reset, un grand reboot. Ça, c'est Monsieur Klaus Schwab. Notre gourou à tous. C'est ça, qui a écrit le grand reset, la grande réinitialisation. C'est ça. Ou alors dans le genre plus doux et avec une planche à roulettes, Pablo Servigne, qui est un peu le pape des collapsologues, des gentils collapsologues. Donc eux, c'est l'école. Alors ils disent quoi, eux? Qu'est-ce qui va se passer? Alors eux, ils disent prenez un âne, parce qu'on va sûrement redevenir un âne et une roulotte, parce qu'on va sûrement redevenir nomade. Ensuite, on va tous s'aimer Pachamama. Donc Pachamama, c'est le petit nom. Si vous n'achetez pas votre boulgour à la Biocop, je vous le dis. Ah oui, oui, je ne connais pas. Pachamama, c'est le petit nom de la terre. Alors donc j'ai regardé les photos, elle a une poitrine généreuse, donc je pense qu'on sera tous très bien accueillis quand Pachamama nous pardonne. On sera à l'été en tout cas. Voilà, on sera à l'été. Ouais. Si elle nous pardonne. Et donc elles disent quand Pachamama nous aura fini de nous punir, eh bien vous allez voir, elle va fleurir et on s'aimera tous, mais quand même il nous conseille d'accueillir des urbains qui auront fui les grandes villes, puisqu'il y aura des coupures de réseau, il y aura des coupures de tout. Même Internet, tout mais ça. Mais oui, mais Netflix, on n'aura même plus Netflix, vous vous rendez compte? Je vous assure. Ah non, rassurez-moi. Non mais là je m'évanouis sur place, on n'aura plus Netflix. Il y aura des pleurs et des grincements dedans, donc vous imaginez les soirées. Bref, ils disent qu'une fois que tout ça aura eu lieu, eh bien on se retrouvera dans la joie, dans la paix et un petit peu, vous voyez,
l'Ardèche dans les années oui, 70-75. Oui, parce que ce qui est intéressant, d'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, on a l'impression quelque part d'une espèce de retour vers le futur ou de futur vers le retour des années 70. Vous savez, les hippies qui partaient, etc. Oui. quoi. Côté collapsologue, c'est ça. Côté survivaliste, c'est plutôt Mad Max. Donc il y a les deux écoles. Et alors nous, on est un peu indécis. On vous n'avez pas hésite encore choisi votre camp. Non, on n'a pas choisi notre camp encore. Mais on va en parler après cette petite pause. On en parle tout de suite. Pascal Fioretto, si vous voulez rire avant la fin, lisez le petit abécédaire de l'Apocalypse. Heureuse, je le précise. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite et vous pouvez participer à l'émission en appelant au 0826 300 300. On attend vos appels pour interpeller Pascal Fioretto et son livre Le petit abécédaire de l'Apocalypse heureuse. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé. Vous vous demandez à quel feu vous allez brûler. Vous demandez à quel céréale vous allez être empoisonné, le céréal killer. Eh bien, en attendant, lisez le livre de Pascal Fioretto, Petit abécédaire de l'Apocalypse heureuse. Et oui, elle peut être heureuse avec, je le dis, ce livre très marrant, avec de merveilleux dessins de l'illustrateur, affichiste, graphiste, Stéphane Trappier. Vraiment des dessins absolument magnifiques et drôles. Alors, justement, on parlait, alors, le professeur Fioretto va nous donner quand même quelques recettes, puisqu'il en donne beaucoup dans son bouquin. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour manger? Et puis, alors, je voulais savoir, avant, qu'est-ce que je fais pour me genrer ou pour me dégenrer? Parce que on est en plein dedans, on en a parlé dans la première partie de l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, on devient fluide. Hein, on arrête de camper. C'est pas parce qu'on voit dans un vestiaire de foot un camarade sous la douche qu'il faut en conclure que c'est un homme. Il peut très bien se sentir femme. Oui. Donc il faut accepter cette fluidité-là. Il faut accepter que ce camarade rugbyman que je vois sous la douche, en fait, peut être une femme aimante. C'est ça. Il veut qu'on lui dise bonjour madame. C'est ça. Il faut et c'est son droit. Vous voulez dire. Oui, et c'est ça. C'est son droit. C'est son nouveau droit d'ailleurs. C'est une des conquêtes récentes. Partout. Fluidité générale. Bon, alors ça peut poser des problèmes. Par exemple, moi qui a plutôt tendance à préférer les hommes. Oui. Ce qui est votre droit le plus strict. Mais oui, si j'étais fluide, vraiment fluide, est-ce que je ne devrais pas aimer les femmes qui se sentent hommes? Oui. À condition, bien entendu, qu'elles se sentent hommes aimant les hommes. Donc vous avez, mais si je vous traite de lesbienne, c'est mon droit et c'est le vôtre de l'accepter aussi. Voilà, c'est ça, je peux accepter ou pas. Donc, mais vous voyez que tout ça peut se mordre la queue sans, évidemment, mauvais jeu de mots. Donc c'est un peu compliqué notre nouveau monde. D'ailleurs, j'en parle du fait que maintenant pour allumer son téléphone, il faut se faire scanner la face, ou pour faire cuire un poulet, il faut parler à sa cuisinière. Donc il y a des choses qui se compliquent, mais il y a quand même du progrès. Et moi, c'est ce progrès que je veux aller chercher dans les décombres de notre... Vous voulez dire, vous voyez, il y a quand même de bonnes choses dans le progrès. Mais oui, l'effondrement peut être constructif. Mais par exemple, quand vous parlez du quinoa, du boulgour, enfin, parlons un peu des véganes, etc. Il faut l'acheter en vrac, ça c'est la première des choses. Pourquoi ? Pour éviter les emballages. Mettez-vous devant votre poubelle jaune et pensez aux poissons. Qui vont manger ça, qui ensuite vont être mangés en nuggets par vos petits-enfants, etc. Enfin, vous voyez, on est dans une chaîne interminable. Donc, pour revenir aux céréales, qui sont quand même notre aliment de base, les légumineuses, disons, en général, les lentilles, etc. Le vrac. Plus d'emballage, Donc il y a des magasins spécialisés que je me suis mis à fréquenter. Comment c'est mais vous les prenez comment en vrac? Alors il faut d'abord acheter des contenants. Ça c'est un peu le ticket d'entrée. Mais ils sont très jolis. Il y a vraiment de tout. Et d'ailleurs il y a des coachs en zéro waste, donc en français des aides au zéro déchet. Zéro déchet, qui vous expliquent à peu près ce qu'il faut acheter. Donc on a acheté plein de choses très très jolies. Et puis de toute façon, il suffit de voir ce que font les autres clients. En général, vous avez des pères de famille avec le gamin dans la poche ventrale de la salopette qui remplissent leur contenant de légumineuses. En quel matériau?
Les contenants, alors il y a du verre, parce que bon, ça se recycle, Ben oui. et aussi beaucoup de tissus, alors si possible évidemment biosourcés et équitables. D'accord. Hein. Équitable. Très important. Équitable, oui. Ouais, Pas ouais. oublier ça, équitable. Et du point de vue, alors, alors, les relations avec les voisins, parce que quand même, vous n'allez pas vivre isolé dans ce monde. Non. Comment ça se passe? Comment ça doit se passer à votre avis? Alors, dans la convivialité et le respect. Je pense que ce sont les maîtres mots. C'est-à-dire que la fête des voisins, il s'agit de la multiplier, en fait. Il ne s'agit pas de se limiter à une seule journée décidée d'en haut. Non, il faut vraiment faire de la tarte salée. Que ce soit presque quotidien. Oui, pratiquement. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme par exemple, parler de l'alimentation, de la bonne bouffe, etc. On fait quoi? Alors, la vraiment bonne bouffe, Oui, alors oui. Là, il existe des restaurants qui sont Apocalypse ready, hein, pour continuer de parler français, qui sont tout à fait prêts à l'apocalypse. Nous, par exemple, dans notre désert, moyennant une petite heure de voiture, on trouve un étoilé qui a fait Top Chef et qui, depuis qu'il est sorti de Top Chef, a repris la petite auberge familiale et qui propose des choses très simples. C'est-à-dire, il y a vraiment un retour aux racines. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, parce qu'il sert beaucoup de racines. Oui. Et donc, par exemple, il va vous proposer des menus où tous les prix sont multiples de 40 €. Vous voyez, donc ça fait des additions qui sont très simples à faire. Il faut lui dire que oui, pour la modique somme de 120 €. Voilà, vous avez entrée, plat, dessert. Voilà, mais vous voyez, il n'y a pas de virgule, on est dans la simplicité. Ça va très loin, parce que les légumes sont servis en plénitude, c'est-à-dire sans les éplucher. La soupe aux choux, c'est un peu viandard comme truc. Un peu, oui. Mais il a quand même voulu rendre hommage à sa grand-mère qui tenait l'auberge initialement, et donc il l'a réinventé. C'est une soupe qu'on inhale sous une serviette à carreaux. Et vous sentez l'odeur de la saucisse. Non, je vous assure. Je veux dire, on va dans ce restaurant, on inhale la soupe sous une serviette à carreaux, comme des ortolans. Comme des ortolans sous Mitterrand. Mitterrand. C'est ça. Donc on a une serviette à carreaux et on a les légumes. Et on a la bonne odeur de la soupe aux choux. Enfin, la bonne, moi personnellement j'aime bien. Il y a des gens qui n'aiment peut-être pas, mais lui il a voulu jouer, si vous voulez, la Madeleine. Retrouver la soupe. Voilà. Donc vous avez une évanescence une odeur de soupe aux choux de saucisse, de bonne saucisse qui a bien macéré. Écoutez, Pascal Fioretto, franchement, vous ouvrez un univers incroyable. Je sens que nos auditeurs et beaucoup de gens, tous nos résistants et résistantes, vont aller s'enquérir de ce qu'on peut faire. Mais quelquefois, vous cédez quand même à allez, je dirais un cynisme d'humour, mais de bon aloi, mais quand même. Vous écrivez par exemple dans le chapitre Manger. À force de parler des 20% de nourriture jetée à la poubelle dans un monde où 39% des adultes sont en surpoids, alors que 10% souffrent de malnutrition, on finit presque par oublier qu'en ces temps imprégnés du millénarisme, il n'y a rien de tel qu'une bonne blanquette pour se remonter le moral et penser à autre chose. Alors la blanquette, vous la réhabilitez là du coup? Oui, alors on a le droit d'avoir des petites crises, des petits manques de temps en temps, mais ça n'empêche pas de continuer d'avancer vers un futur radieux, parce que j'espère que je la fais aimer cette apocalypse qui vient, parce que moi je voudrais bien la rendre heureuse tant qu'à faire. Tant qu'à faire, c'est clair. Mais en fait, c'est un drôle de monde quand même qui s'esquisse à travers votre livre. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est-à-dire que vous parlez de tout cela, vous parlez aussi. Parlons aussi des appareils, revient à la mode, par exemple. La mode et puis les idées. C'est amusant parce que, en fait, c'est un prêt-à-penser comme il y a un prêt-à-porter aussi. Alors, c'est quoi le nouveau prêt-à-penser dans cette apocalypse heureuse de Pascal Fioretto? Au dernier salon du prêt-à-penser, il y a quel stand on pourrait... Quel stand vous mettriez? Oui, on mettrait en lumière... il y en a... C'est toujours le côté évasion, autre monde, parce que la notion du monde d'après. Hein, oui, voilà, il y a le stand du monde d'après, hein, donc un monde dans lequel on a enfin trouvé le bonheur et la lumière. Mais il me semble que ce monde d'après ressemble assez au précédent monde d'après qu'on a déjà traversé, non? Oui. C'est vrai. Bon, il y a quand même cette prédiction de Marx que je cite d'ailleurs sous votre contrôle, qui est que notre société de consommation finira dans les poubelles jaunes de l'histoire. Parce que on est prêt à trier maintenant. C'est ce que vous appelez le recyclage des déchets. C'est ça. Y compris idéologique, politique, voilà. Et autres. Pour arriver dans ce nouveau monde,
si radieux que franchement on a envie. Non, ça vous donne pas envie de le rejoindre? Moi, je vais vous dire, en tout cas, en courant. ça, en lisant votre livre, ça me donne envie effectivement de me suicider tout de suite. Mais après, on peut y penser. Mais après avoir ri. Non, c'est ça qui est merveilleux. Comme Molière. Nous allons nous suicider dans le rire le plus génial. Et votre livre, encore une fois, c'est une très bonne recette pour ça. Mais je sais que vous êtes un amateur de Guy Debord et qui disait, alors vous maîtrisez beaucoup mieux que moi, mais moi, il y a une phrase que je retiens et qui me sert souvent dans mon travail d'humoriste et de pasticheur, c'est qu'il disait, dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Absolument. Et donc c'est dans tout ce faux que peut-être je tends, j'espère de manière timide et humble, un miroir de notre époque. Phrase que je cite très souvent, vous avez raison, c'est une des plus belles formules de Guy Debord. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. Vous nous appelez pour interpeller Pascal Fioretto et son livre Le petit abécédaire de l'apocalypse heureuse. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et évidemment, puisque je suis avec Pascal Fioretto, le gourou de l'apocalypse heureuse, les carottes bio sont cuites, bien sûr, parce qu'on ne va pas... Alors, Pascal Fioretto, vous utilisez justement beaucoup de mots, y compris le mot globish. Vous savez, le globish, c'est cette espèce de gloubi-boulga. Alors évidemment, tout le monde parle anglais, mais non, oui. mais quel anglais et comment? Et vous utilisez beaucoup ça dans votre livre, de manière d'ailleurs très drôle. J'appelle ça l'anglais niveau M6 en fait, parce que c'est une espèce de manie qui consiste à, alors qu'il y a des mots français beaucoup plus efficaces, à utiliser un anglais approximatif. Et oui, et moi, alors pour me tenir à jour en ce qui concerne le vocabulaire, j'accepte les invitations de ma nièce à dîner, parce qu'elle aime bien fréquenter les boomers dans mon genre. Ouais. Alors, il est clair que c'est moi qui paye, puisque le désastre de la planète, c'est de ma faute, puisque je sais pas, il y a encore quelques années, mes diabolomantes, j'utilisais une paille. Donc, les dauphins, c'est moi. Donc, elle me fait bien sentir que je suis coupable de tout ça. Et moyennant quoi, je l'invite. Et moi, j'en profite pour prendre une cure de langage contemporain. Donc, elle me dit comme par exemple, si vous avez je sais pas, elle me dit que depuis qu'elle a quitté les territoires, donc les territoires, c'est l'Indre-et-Loire, c'est l'Ardèche, l'Auvergne, vous voyez, c'est ça les territoires. Depuis qu'elle a quitté les territoires, et qu'elle vit dans la mégapole, elle aime bien de temps en temps qu'on s'offre des quality moments. Quality moments, c'est ça veut dire qualité. Oui, c'est ça. Qualité. Oui, c'est ça. On dîne à deux. Donc, en gros, on forge du vivre ensemble. Voilà. Et transgénérationnel. Vivre ensemble. Et c'est notre façon à nous d'organiser les solidarités. Vous voyez ? Ça aussi, c'est un élément de langage que j'ai appris grâce à elle. Alors, de base, elle est plutôt dans la team vegan et moi dans la team viande. Expression, la team, vous le saurez la prochaine fois, quand vous... Quand vous serez autour d'une table, vous direz qui est de la team Beaujolais et qui est de la team Muscadet. Et pour chacun, il estime que sa team, c'est la Dream Team. Forcément, oui, forcément. Ça, il est prêt à la défendre. Mais du coup, nos soussailles, on s'entend trop bien. Parce qu'ensemble, on s'est mis en capacité de générer du consentement par-delà le gap générationnel. Voilà. Et donc, je me suis amusé à rédiger un chapitre entier dans ce jargon de la langue, dans la langue actuelle. Donc, on y découvre ce qui fait problème. On y découvre aussi comment faire le job, comment rester dans le game. Comment aussi essayer d'intégrer une entreprise hybride et agile de la tech. Alors la tech, c'est le petit nom de French Tech. Hein. Ah oui, la tech. French Tech. C'est la station F de Xavier Niel, par exemple. Voilà, c'est là où on fabrique le futur. Les génies de demain. Oui. C'est ça, les génies de demain, les codeurs, en fait. Et elle me dit qu'elle a du mal, par exemple, à être au clair en même temps avec ses principes woke, parce qu'elle est un peu woke, et avec sa boss, qui est une lesbienne, mais pas du tout lol. C'est-à-dire que c'est une cis-lesbienne. Elle est vraiment très très stricte sur son obédience, et donc toutes les deux elles se clashent forcément. Ah oui, c'est entendu. Ouais, bien sûr. Voilà.
Et puis elle me dit qu'elle est ravie de Et en fait, discuter. dites-moi, votre nièce, enfin, même si vous avez résumé les trucs, mais elle parle vraiment comme ça? Je veux dire, elle est. Oui, bah, j'ai condensé, exactement. Ouais, bien sûr, j'ai condensé, mais c'est vraiment, c'est pour vraiment moi, ça, une espèce de remise à niveau du français tel qu'on le parle dans la, disons, une ou deux générations avant la mienne, en fait. Je crois que c'est les X, les Y et... Oui, c'est pas les Z encore. Non, enfin, voilà, c'est ça. Et alors la dernière chose que j'ai appris, c'est que ils sont donc dans l'entreprise où elle travaille, ils sont en train de triturer nos données parce que en fait, il faut savoir que sur Facebook, il y aura bientôt plus de morts que de vivants. En fait. Ah oui, ça, alors, déjà, ça vieillit. Ça vieillit. Facebook, et les gens, figurez-vous, avant de se déconnecter définitivement, ne prennent pas la précaution d'enlever leurs données. Donc il y a des données de personnes mortes sur tous les réseaux sociaux, des photos, des voix, etc. Le cimetière des réseaux sociaux. C'est ça, un grand cimetière sous la thune, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Et donc, en fait, elle s'occupe de ça. Et l'idée, ce serait, et d'ailleurs ça existe, de créer des robots conversationnels qui permettraient de parler avec son papy décédé. C'est un peu flippant. Mais c'est un business de folie, ça. Mais absolument. C'est un marché du temps Dieu. Oui. Exactement. Vous avez perdu votre grand-mère, et bien là voilà. Là voilà. Ouais. Donc on pourrait même imaginer, d'ailleurs il paraît que la police scientifique se penche sur le sujet, récupérer les traces numériques laissées par une victime de manière à l'interviewer post-mortem. Donc Ghislaine Marchal, qui a fait le coup c'est le colonel dans le salon avec le chandelier. Vous pouvez libérer Omar. Voilà, c'est ça. Donc on peut imaginer tout ce genre de choses. C'est pour ça que c'est très stimulant en fait de déjeuner avec ma nièce, qui est à fond dans son époque, qui se fait payer en crypto-monnaie, qui est vraiment dans toutes ces choses. Ah oui, elle prend tout là. Oui, elle est sans filtre. Voilà une autre expression, bien entendu. Et alors, parmi les gens que vous connaissez ou que vous côtoyez, les survivalistes ou les collapsologues, ou se recrutent moitié-moitié, grosso modo Non, il y a quand même une grosse majorité de collapsologues un peu mous, sympatoches, etc. Ouais. Les survivalistes, c'est un club plus fermé. Il faut dire que c'est exigeant quand même. Il faut être en bonne condition physique. Mais d'ailleurs, ça m'intéresserait si parmi vos auditeurs, il y a des gens des deux écoles. Écoutez, on va les avoir dans quelques minutes et on va leur poser la question. J'aurai plein de détails. Oui. C'est vrai, ce serait bien parce que. Et en fait, ce que vous avez fait, c'est une espèce de caractère de la bruyère du monde d'après. Hein. C'est les caractères. Merci beaucoup. Non, mais j'aime bien vous flatter, c'est bien. Ça fait partie du monde d'après. On va sortir Juvénal. Voilà. Voilà. C'est gentil, mais écoutez, oui, je sais pas, il y a beaucoup de portraits, c'est vrai. Il y a notamment, je décris un déjeuner à la campagne qui là aussi, dans notre campagne. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas encore franchi le pas, donc qui se tâtent, qui très bien. Il y a encore des gens qui sont à l'arrière. Oui, qui très bien la Babylone pour faire comme nous, et donc ils viennent en repérage. Et donc ça donne des scènes vraiment rigolotes pour nous parce qu'on les voit débarquer. Alors quand ils commencent à nous dire que ils sont en burn-out et qu'ils ont besoin de toucher du concret, etc., on leur fait ramasser les feuilles et biner le jardin. Vous les faites travailler un peu, quoi. Voilà, ça. Et donc leur bullshit job, du coup, qui n'avait pas de sens, là finalement ils s'incarnent. Et une fois qu'ils ont des ampoules, ils dorment beaucoup mieux. Donc il y a ces gens-là qui viennent chez nous, et ça c'est authentique. On a des gens qui viennent se reposer, parce que vu que le foncier atypique ne vaut rien, là où on a une maison assez grande, plus ou moins bien chauffée, mais donc on a des chambres. On accueille des gens en rupture Ils sont très différents. Ils sont. Oui. Alors c'est tous azimuts. La dernière qu'on a eue, c'était une happy manageuse. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les manageuses contentes. Non, c'est des gens, à qui on demande de créer une ambiance de travail propice à l'épanouissement. D'accord. Donc vous n'en avez pas su de radio, j'en ai happy manageuse, mais je vais demander au directeur des ressources humaines. Réclamer une happy manageuse. Enfin bref, c'est en fait concrètement, en plus de son boulot, on lui a collé de s'occuper de la cafetière et de remplacer les bourrages papier dans les imprimantes. On appelle ça une happy manageuse. Donc elle craque évidemment, puisqu'on lui a élargi les compétences sans anesthésie et sans augmentation. Et donc la dernière qu'on a eue, elle était là et elle s'est reposée et elle a découvert le monde d'après, comme vous dites. Voilà, donc on reçoit ces gens-là, par exemple. Formidable. Mais écoutez, on va
On va accueillir nos auditeurs. Sont-ils survivalistes, collapsologues, monde d'avant, monde d'après? Je crois qu'ils sont comme nous, hein. Et on va en parler avec eux. On va demander ça à Philippe de Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour Monsieur Pascal Fioretto. Bonjour. C'est français réfractaire, bon ok. Très intéressant. Je pense qu'on cible, Monsieur Fioretto, je pense que vous ciblez davantage les classes supérieures. Mais moi je voudrais vous parler de quelque chose qu'on a tous vécu, mais nous avons déjà vécu et subi un début d'apocalypse. C'est le Covid. Et son emprisonnement personnel. Je vous rappellerai quelque chose, André, comme M. Fioretto. Panique des bons citoyens pour vider les rayons alimentaires. Plus de papier. Alors moi, je vais être précis et je vais être particulièrement pratique. Plus de papier toilette, plus de pâtes, plus de riz, plus de moutarde. Égale, à la fin, bon, ça s'est calmé, mais tard. Résultat des méga profits pour les multinationales alimentaires. On était dans les prémices d'une apocalypse. Oui, en tout cas, il y a eu en tout cas un horizon d'apocalypse bien entretenu et bien imposé, ça c'est vrai. Il y a eu une répétition générale. Il y a eu une répétition générale, voilà, absolument. Mais c'est vrai, juste un mot, c'est vrai, et d'ailleurs, c'est pas du tout une critique, mais en fait, votre monde, le monde que vous décrivez, Pascal Fioretto, c'est le monde des bobos. Des boubous, des bourgeois boueux, en fait, parce que... Des bourgeois boueux. Des bourgeois boueux. Oui, parce qu'on passe l'hiver dans la boue. Non, mais c'est. Ou des bourgeois bouseux ou des bourgeois bouseux. Voilà, les bourgeois bouseux. Ouais, j'adopte, si vous le permettez. C'est vrai qu'en fait, mais je m'en moque. Hein. D'abord, je me mets dans le tas. Toujours. Je suis dans le même désarroi que tous mes contemporains. Je ne parle pas du haut d'une chaire. Donc je fais partie du truc. Effectivement, c'est quand même des états d'âme de boubou, enfin de bobos qui deviennent boubou, plus ou moins. Et mais ça n'empêche pas d'en rire. Et ensuite, je pense que ce que dit votre auditeur est juste, c'est-à-dire qu'il y a eu une répétition générale et on a vu qui s'en sortait le mieux. Eh bien, c'était les gens qui avaient une résidence secondaire à Biarritz et qui ont quitté ou à l'île de Ré, qui ont quitté la capitale, en fait. Et tout le monde n'a pas le même... Ils avaient les moyens de respirer. Oui, ils avaient les moyens de respirer, voilà. Donc, effectivement, je pense que c'est une remarque... Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, juste alors, un peu d'humour, c'est la chanson de Michel Delpech. Est-ce que ça vous fait de marcher dans la boue? On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. Exact. Voilà, et un grand merci pour vous, André. Merci à vous, merci à vous. Et c'est vrai que ce qui est très très intéressant, Pascal, parce que vous écrivez évidemment un monde qui est celui-là, on ne prétend pas du tout, et vous ne prétendez pas du tout que c'est toute la France qui est représentée dans ce que vous racontez. C'est une certaine bourgeoisie, mais ce qui est intéressant quand même, ce qui est intéressant à la fois quand même préoccupant, on peut dire, si on veut être un peu, c'est qu'il y a un conformisme quand même du vocabulaire, des conduites. On a l'impression que on leur a dit à tous ces braves gens, écoutez, c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça qu'il faut se vêtir, c'est comme ça qu'il faut se comporter, c'est telle idéologie qu'on doit avoir. Vous savez, c'est l'étiquette de la cour du roi. Pozol ou Louis XIV, et ces gens-là, mais ils sont des moutons de panurge hallucinants quand même. Effectivement, je pense qu'il y a on baigne tous dans un fond de l'air qui est le même, et donc qui a une forte volonté de standardiser les réactions, les comportements, les façons de penser, et donc ces réactions de fuite des grandes villes, par exemple, ça a l'air très atypique. En fait, c'est conformiste. Donc, en fait, il n'y a pas... je trouve pas que l'imminence de l'apocalypse dont on parle tant, et cette éco-anxiété qui vient de rentrer dans le dictionnaire aussi, d'ailleurs, je signale au passage. L'éco-anxiété. Oui, l'éco-anxiété. Ouais. C'est authentique, ça vient de rentrer dans le dictionnaire. Comme l'écosystème. Voilà. Parle pas tout, il n'y a plus que des écosystèmes. Il y a des écosystèmes systémiques. Enfin, en tout cas, ce monde éco-anxiogène dans lequel on baigne, il génère des comportements qui, pour l'instant, sont finalement assez standards et assez conformistes. Pas vu émerger de véritables... Mais dans justement, parce que vous parlez de cela, d'ailleurs, quand je dis un chapitre, des chapitres, alors ça c'est très intéressant,
Hervé Le Tellier. Je ne sais pas qui est Hervé Le Tellier. Ah, c'est le prix Goncourt 2020 pour l'anomalie. Ah ben, vous voyez, je ne l'ai pas lu. Alors, est-ce que c'est une vraie... C'est une vraie... C'est une vraie citation. Oui. Je pense que la majorité des gens est bien plus con que la moyenne. On en a parlé. Est-ce que c'est pas l'explication, Dr Holmes? Est-ce que c'est élémentaire, mon cher Watson? Moi, je veux bien, mais je me mets dedans. Si, voilà, c'est la seule précaution oratoire que je prendrais. Non, mais vous savez, j'organise des déjeuners de cons de temps en temps, donc je serai ravi. Je vais vous laisser ma carte. On est tous le con de quelqu'un, de toute façon. Oui. On se retrouve juste après cette petite pause. À tout de suite. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez la parole sur Sud Radio. 0826 300 300. À tout de suite. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, dans tous mes états, je vous assure, je vais vous lire, parce que il y a vraiment des passages du livre, et tout le livre, je vous dis, je vous le recommande vraiment, mais il y a des passages qui sont vraiment assez succulents, et vous parlez, par exemple, voilà, je vais vous le lire, c'est pas très long, mais ça vaut le coup de l'écouter, et vous commenterez ensuite vos propres écrits, évidemment. Un peu plus loin, en lieu et place de l'agence Société Générale Tristounette, s'est installé un établissement qui ressemble à un bar yaourt des années 2010. Intrigué, je me suis mêlé à la ville d'attente, entouré de filles à mèche face au manga et de garçons genre groupe de K-pop. Autour de moi, la plupart des conversations portaient sur la composition du bubble tea qu'on s'apprêtait à commenter. Derrière son comptoir, une vendeuse a élevé la voix pour annoncer que les mochis au matcha étaient épuisés. Profitant du début d'insurrection qui a suivi, je me suis efforcé de traduire la carte avant que ce soit mon tour. Quelques minutes plus tard, j'étais attablé sur un coin de fesses à un coin de table, sous un coin de haut-parleur devant un liquide marron et chaud, baptisé Armageddon, au fond duquel trempaient des boulettes translucides bariolées comme les ongles de ma voisine. Je devais sembler aussi désemparé qu'un ange de la télé-réalité tombant par hasard sur un cours du Collège de France, car la jeune fille m'adressa un sourire bienveillant et m'expliqua que j'étais en train de boire un thé du dragon augmenté de sucre brun. Et voilà, super. Alors c'était hyper healthy pour la santé, car chaque groupe de gorgées de thé matcha contient autant d'antioxydants qu'une cuillerée à soupe de crème Nivea. Alors ça, c'est vrai que ça résume quand même pas mal. C'est-à-dire, il y a une telle obsession, effectivement, de savoir, on doit manger ça, boire ça, etc., etc. C'est ça. Et en fait, c'est assez récent, puisque cette scène-là, elle se passe quand je reviens à Paris, parce que ça m'arrive, comme aujourd'hui, de revenir à la capitale. Ouais. Et là, l'autre jour, un jour, je suis retourné dans mon quartier. Ça, c'est rue du Poteau, que ça se passe, dans le 18e arrondissement, côté de la mairie du 18e. Oui. Et là, pareil, l'apocalypse a déjà commencé, c'est-à-dire que les vendeurs de marrons et le brave boucher qui faisait sa choucroute de la mer le vendredi, enfin tout ça a disparu. Et là, maintenant, il y a une boutique de bubble tea. Comme je suis un peu plouc, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai quand même voulu tester. C'est comme ça que je me suis retrouvé à côté de cette jeune fille charmante qui m'a expliqué de quoi il retournait. Et en fait, il se passe ça en ce moment dans nos villes. Il y a cette espèce de grand remplacement de boutiques par des remplacement des mots, remplacement des produits. Oui, c'est ça, exactement, de la langue, des produits, des goûts. Et honnêtement, Pascal Fioretto, maintenant, au-delà de votre écrit, ça vous désole, ça vous déstabilise, ou vous en foutez, ou quoi? Franchement. Moi, je pense que, comme beaucoup de gens qui essaient de faire de l'humour, je suis un peu pessimiste, un peu désespéré, quoi. Donc, j'ai un regard assez désespéré sur tout ça. Vous savez ce que disait Chris Marker? L'humour, c'est la politesse du désespoir. Pour une fois qu'on l'attribue à la bonne personne, parce qu'en général, on attribue ça à des proches ou à d'autres gens, mais voilà, c'est bien sûr. Absolument. Voilà, essayons d'être polis dans notre désespoir, quoi. Mais effectivement, quand je revois mon quartier, alors on va dire c'est de la nostalgie, etc. Mais je pense qu'il y a quand même eu, il s'est quand même passé quelque chose. Peut-être, comme disait votre auditeur, pendant les années Covid, je sais pas, ça a peut-être été un accélérateur de quelque chose, mais il y a
il y a quand même une lame de fond. Peut-être qu'on a tous intégré cette éco-anxiété là qui vient d'entrer dans le dictionnaire. Ouais. Et qu'on l'a intériorisé. Oui, on l'a intériorisé. On attend une fin générale. Enfin, je sais pas vous, mais les jeunes gens, comme par exemple ma nièce, qui me dit qu'ils veulent pas d'enfants parce que. Oui, c'est ça. Vous en parlez. Ouais. Alors, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous dit qu'il y a eu? Pourquoi? Parce que ce monde est fichu, donc on. Parce que c'est ça. On a intégré ça, quoi. Est-ce que vraiment, vous avez beaucoup de gens, parce que je reviens à ça, parce que vous en parlez beaucoup dans votre livre, beaucoup de gens ont intégré, disent oui, de toute façon, ce monde il est fichu, c'est fini, etc. En fait, c'est un peu ce que vous disiez, je pense, c'est-à-dire qu'il y a le fond, le bain de l'époque, c'est quand même ça. Ouais. Il y a cette espèce, et on s'en sert, et c'est instrumentalisé en fait, cette éco-anxiété, elle est instrumentalisée et pour rendre les sociétés de plus en plus, on nous dit intelligentes. Intelligentes ou dociles. Oui, ou dociles, voilà, mais qui est probablement l'autre versant, parce que en fait, on parlait de ça aussi tout à l'heure, vous avez remarqué que l'intelligence c'est quand même la valeur suprême actuellement, et que si votre gamin fait le bordel en classe, c'est parce qu'il est HPI, c'est pas parce qu'il est mal poli. Il est surdoué, forcément. Et quand il aura raté le bac, c'est parce que le système éducatif est bien entendu pas adapté à son intelligence supérieure. Donc l'intelligence, la smartitude est devenue une valeur canonique. Et d'ailleurs, votre cafetière est probablement intelligente, votre téléphone, on sait tous, ils sont smart. Et donc il y a cette espèce d'idéologie sociétale qui fait que on va tous crever. Il faut s'en remettre à la technologie, toujours à la technologie pour s'en sortir. Enfin, je pense qu'on baigne tous là-dedans. Moi, j'arrive pas à m'en foutre. Je trouve ça un peu désespérant, un peu triste en fait. Et je pense que la dernière utopie, c'est peut-être celle-là. C'est peut-être faire un jardin, s'occuper prendre soin de son jardin, pourquoi pas. Comme un certain Candide chez Voltaire. Bah oui, par exemple. Mais lui, il faut cultiver son jardin. C'est ça. Mais alors lui, il en a vécu des choses avant d'arriver à cette conclusion. C'est sûr. Mais au fond, on se demande si ce monde, c'est pas le monde qu'on a toujours vécu, et des périodes où effectivement on se dit c'est foutu. On va essayer de s'occuper de nous, et puis d'autres qui disent non, c'est pas foutu, on va soit résister, soit se bagarrer. Mais vous avez choisi en tout cas le parti d'en rire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il y en a qui choisissent le parti d'en jouir. Moi, c'est le parti d'en rire qui a été. Moi, je pense que c'est une façon de s'en sortir un peu, d'être un peu moins dupe, peut-être. Mais moi, les gens qui rient de ce que je raconte là, ça crée une connivence, et je pense qu'on est assez nombreux à être à la fois dans le désarroi et à essayer de pas être trop dupe. Je crois qu'il y a Sandrine qui nous appelle. Oui, Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci André, merci à votre invité que j'apprécie beaucoup. J'ai apprécié, je régalé d'écouter là. Merci. Juste pour vous dire que moi je suis agressiste, je suis pas une éco-anxiété. Je fais partie des personnes, alors justement, tous ces grands qui veulent prétendre que la fin du monde va arriver, non. La fin du monde n'est pas prête à arriver. On est souvent à la campagne. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, on devient de plus en plus, on va faire un bloc contre ces gens-là, parce qu'en fait, c'est ceux qui sont déséquilibrent, je dirais, qui déséquilibrent complètement, je veux dire, la société française. Voilà. D'accord Sandrine. Non mais en tout cas c'est très intéressant de voir effectivement le nombre de gens, et moi dans Pascal Fioretto il le dit avec beaucoup d'humour, les gens qui effectivement ont choisi de s'en aller. Oui. D'une manière ou d'une autre, mais qui gardent tous les attributs d'une société confortable. C'est ça. C'est ça, ils sont dans leur TGV du mardi, parce qu'en général les réunions c'est le mardi, donc dans lesquelles il faut qu'il y ait du Wi-Fi, etc. Donc il y a une nouvelle catégorie de gens, et je comprends très bien que des gens qui ont choisi ça, qui ont choisi cette vie ou pas d'ailleurs, qui sont nés dans les terroirs, voit débarquer ces gens avec un peu de scepticisme. Vous savez, je suis snob de Boris Vian, et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior. Merci Pascal Fioretto, vraiment, lisez-le. Vous allez passer en tout cas un très bon moment, petit abécédaire de l'Apocalypse heureuse chez Hérodios.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter et à nous appeler. Et merci beaucoup à Pascal Fioretto pour son livre Le petit abécédaire de l'apocalypse heureuse aux éditions Hérodios. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaie. À tout de suite sur Sud Radio.